Oui. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous de Women Tech Power, les webinaires de connexion engagés pour valoriser la place des femmes dans la tech. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un chiffre qui est assez édifiant. Seuls 17% des postes dans la tech sont occupés par des femmes. C'est 5 points de plus qu'en 2018, mais ça reste extrêmement faible. Et c'est extrêmement faible d'autant plus lorsque l'on voit que des études montrent, comme celle de McKinsey il y a 4 ans, que des équipes de direction mixtes sont gages d'une performance accrue en moyenne de 25%. Et donc, si c'est vrai au plus haut niveau de décision dans les entreprises, il en va probablement de même dans des niveaux d'ingénierie et de techniciens. Et selon Ipsos, 61% des garçons sont encouragés par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique, contre seulement 33% des filles. C'est juste un constat, ce sont des chiffres, mais notre conviction chez Connexio, c'est qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On a des solutions. L'une des plus en vogue actuellement dans ces solutions, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Alors, l'IA peut-elle favoriser l'inclusion? Est-ce qu'elle est le gage d'une meilleure représentation des femmes dans la tech? Pour répondre à cette double interrogation, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir un panel impressionnant d'actrices et d'acteurs qui sont engagés dans la tech. Tout d'abord, pour poser quelques enjeux du débat, je me tourne vers Guy Mamoumani. Bonjour Guy, votre parcours, il est assez impressionnant. Vous êtes aujourd'hui encore co-président du groupe Open, c'est 4000 salariés. Vous avez été vice-président du Conseil national du numérique, vous avez présidé Middle Next, le marché des mid-cap. Vous avez été, lors de 2 mandats, le patron de Syntec Numérique, qu'on appelle aujourd'hui Numéum, c'est la chambre professionnelle des métiers du numérique. Et vous avez aussi été membre du Haut Comité à l'égalité femmes-hommes et l'auteur d'un ouvrage assez savoureux, L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu. Guy, ça fait 20 ans que vous travaillez quotidiennement pour favoriser une plus grande diversité dans la tech. Quelle vision est-ce que vous en tirez aujourd'hui? Finalement, l'IA, est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'au moins ça peut être une solution? Oui, bonjour Jean-Christophe. Merci pour cette invitation. Je vais prendre quelques minutes pour introduire ce panel, en effet, tout à fait prestigieux et sur un sujet qui, comme vous l'avez dit, m'intéresse depuis plus de 20 ans et dans lequel je suis engagé pour essayer d'améliorer les choses. Celui, finalement, la présence des femmes dans le numérique et plus précisément maintenant avec l'intelligence artificielle. Alors, vous l'avez dit dans cette expérience que vous avez décrite, j'ai beaucoup travaillé ces sujets et je voudrais juste revenir sur un des chiffres que vous avez donné, mais il y a eu beaucoup de chiffres qui sont sortis, qui est celui de la présence des femmes dans l'industrie du numérique, hein, qu'on avait estimé lors d'une étude qu'on avait faite chez Numéum quand on avait lancé la commission femmes du numérique, et ce chiffre était de l'ordre de 27%. Alors maintenant, ce chiffre, on le retrouve pas mal dans différentes interventions, mais il fausse les choses parce que quand on a fait cette étude, et on parlait de ces 27%, on y a inclus les fonctions transversales. Alors évidemment, dans le marketing, les RH, etc., il y a beaucoup de femmes. Je fais référence d'ailleurs à Open, où dans l'équipe marketing, il y a 10 femmes. Et donc, ça équilibre évidemment les choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je crois qu'il est plus significatif, c'est le nombre de femmes qui sont dans la technique. Hein, qui sont des développeuses, qui sont des consultantes, qui sont dans l'infrastructure. Et là, malheureusement, on tombe dans des chiffres qui sont de l'ordre de 5 à 10%. Et je ne voudrais pas entamer ce débat de façon pessimiste, mais vous savez peut-être que je suis dans différents conseils d'orientation, de l'EPITA, le SIEA, l'IA Institut, et malheureusement, ce chiffre se confirme actuellement dans ces écoles d'ingénieurs et d'informatique. Donc, ça prouve que dans 4 ou 5 ans, ça ne va pas s'améliorer. Et donc, c'est tout à fait grave. Alors, évidemment, on n'est pas resté les bras croisés, comme vous l'avez dit, hein, et on a fait énormément d'actions. Quand je dis on, j'y inclus toute la communauté du numérique. Hein. Moi, je me rappelle que chez Numéum, on avait favorisé des prix qui s'appelaient Excellencia pour financer des études de jeunes filles dans des écoles d'informatique. J'ai participé à la fondation d'un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, hein, qui a adressé ce problème-là pour que nous ayons des rôles modèles féminins. Et donc,
un certain nombre d'hommes, je crois qu'il y en a près de 500 maintenant, se sont engagés à ne plus participer à des tables rondes s'il n'y a pas au moins une femme. En effet, comment peut-on espérer que les femmes choisissent ces études si chaque fois qu'elles voient des tables rondes, il n'y a que des hommes? Bon, la Grande École du numérique a été aussi une belle initiative pour rééquilibrer les choses avec des pourcentages qui sont plutôt de l'ordre de 30%. J'ai soutenu Mme Pénicaud quand elle a lancé son indice d'égalité salariale parce que je trouve que c'est aussi très important lorsque l'on parle d'attractivité, de parler salaire, hein, parce qu'il faut être quand même concret. Hein. Et donc, moi, j'ai été très heureux quand j'ai vu que Open, pour la 5e année consécutive, a un indice de 94. Et je crois qu'il faut en effet encourager à la visibilité des entreprises qui équilibrent les salaires. Bon, les initiatives de Jean-Michel Blanquer sur l'informatique à l'école primaire, le CAPES, la grecque d'informatique, tout ça vont dans le bon sens, même si malheureusement on a eu un très gros couac avec les options, en particulier mathématiques. Bon. Donc, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Il y a eu beaucoup d'initiatives, je ne les ai pas citées toutes et je sais qu'il y en a énormément. Mais ce qui est arrivé, on va dire, depuis l'année dernière et qui percute finalement ces actions, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Parce que, bon, ce n'est plus la peine de discuter ce point-là. Je sais qu'il y a beaucoup de résistance, de critiques, mais l'intelligence artificielle va devenir incontournable. Incontournable dans tous les secteurs, incontournable dans tous les métiers. Alors, bien sûr, on a toutes ces fadaises que j'entends en permanence et qui m'ont poussé à écrire mon premier livre, et j'en ai écrit un deuxième aussi pour adresser ces sujets-là. Oui, des suppressions d'emplois, il y en aura. De la déshumanisation, je n'y crois pas du tout. Et je crois qu'il faut déjà se dire que nous devons en tenir compte. Alors, d'autres sujets, c'est celui de l'intelligence artificielle et l'inclusion. Alors, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, dans les ressources humaines. Et on voit aujourd'hui que ça devient quasiment, je vais presque dire, banal dans les recherches d'automatisation sur, par exemple, tout ce qui tourne autour des congés payés, des contrats de travail, pour adresser le turnover, pour favoriser la mobilité interne. Bref, on a beaucoup d'utilités et d'applications de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Mais tout ce que j'ai dit de façon assez positive n'est valable qu'à condition de traiter un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je suis très loin de l'angélisme dont on peut me taxer, parce que je crois qu'il faut être absolument conscient des risques, des dangers de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour autant qu'il faille, comme certains le proposent, faire une pause, arrêter. Non, pour moi, tout ça est tout à fait inutile. Il faut avancer. Vous savez, j'avais pris cette image dans mon premier livre, hein, qui consistait à dire que le numérique était comme un tsunami qui arrivait. Alors, vous aviez deux façons de réagir. La première, c'était de vous mettre devant en essayant de bloquer ce tsunami, et au bout du compte, vous êtes balayé. La deuxième, c'est plutôt de se dire qu'il faut apprendre à surfer. Et à ce moment-là, ce tsunami devient une magnifique vague d'opportunités. Je crois que ça reste valable pour l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de conditions à réunir pour que cette intelligence artificielle, finalement, apporte de l'humain au lieu de déshumaniser. Et un des propos qui me paraît essentiel, c'est celui d'aujourd'hui, qui est celui de l'inclusion. Nous le savons, il y a 13 millions de Français, donc à peu près, on va dire 20% de Français, qui ne sont pas dans cette mouvance, justement, et de l'apport du numérique, de l'intelligence artificielle dans notre société. Donc, il est très, très important de les y inclure. Et il y a un sujet que je me dois d'aborder, mais que je suis sûr que vous allez traiter au cours de la table ronde, c'est celui des biais. En effet, quand on fait des reproches à l'intelligence artificielle, en fait, c'est tout à fait ridicule. L'intelligence artificielle est un outil très, très puissant, évidemment, mais il ne sera que ce que nous en ferons. Et par conséquent, si aujourd'hui nous avons des biais sexistes, racistes, antisémites, c'est parce qu'ils sont basés sur le carburant de l'intelligence artificielle qui est la donnée.
Donc, il faut absolument traiter le problème de la donnée pour que, justement, nous ayons une intelligence artificielle qui, au contraire, soit inclusive, qui, au contraire, soit humaine, et ne pas se laisser manipuler par les données existantes. Alors, on a des tas d'exemples. Par exemple, j'ai lu il y a quelques jours que Amazon avait abandonné l'intelligence artificielle dans son recrutement parce que, évidemment, il utilisait sa base de données. Or, sa base de données était éminemment sexiste. Donc, dans les sélections de l'intelligence artificielle, eh bien, ma foi, on a envoyé le résultat. On l'avait vu aussi à une époque avec Microsoft et son robot sur Twitter qui était devenu raciste et qui promouvait Hitler. Évidemment, parce qu'il était basé sur un certain nombre de données. Donc, si on veut avoir une intelligence artificielle inclusive, on doit déjà se préoccuper du contrôle des données. Le deuxième point que je livre à votre discussion, parce que ça me paraît alors là essentiel et c'est vraiment au centre de notre sujet, c'est celui de la constitution des algorithmes de l'intelligence artificielle. Comment voulez-vous que l'intelligence artificielle ne soit pas sexiste s'il n'y a que 5 ou 10% de femmes qui la conçoivent? Donc, on revient au sujet de mon introduction, qui est l'importance absolument cruciale de l'engagement des femmes dans la technologie pour qu'elles soient partie prenante dans la constitution de ces algorithmes. D'ailleurs, j'insiste sur la séparation entre le problème de la diversité et celui de la mixité. Ce sont deux problèmes aussi importants l'un que l'autre, sur lesquels je me suis engagé dans toute ma carrière, mais qu'on doit traiter différemment. Et je pense que celui de la diversité est aussi un problème essentiel et qui nécessite aussi de traiter de façon particulière. Donc, moi, je suis vraiment plutôt, comme vous l'avez compris, un fervent soutien du développement du numérique et de l'intelligence artificielle, donc à condition que l'on respecte évidemment ces sujets qui me paraissent essentiels. D'ailleurs, pour illustrer ce propos, et en particulier sur la diversité, vous savez, il y a un des sujets qui revient régulièrement, c'est celui du CV anonyme. Bon, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour avoir des discriminations. Donc moi, je pense qu'au contraire, si on conçoit correctement des algorithmes de sélection, si on conçoit correctement les données, la base de données sur laquelle nous travaillons, il n'y aura plus besoin de CV anonyme parce que justement, l'intelligence artificielle nous débarrassera de ces discriminations. Mais encore une fois, je veux vraiment souligner le fait que tout ça est entre nos mains. Et si vous me permettez, en conclusion de cette introduction, je voudrais vous citer la phrase de Bergson qui pour moi est vraiment très, très importante et très significative dans cette vision du numérique et de l'intelligence artificielle. Notre avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Oui, en effet, ce que l'on va être en mesure de faire de l'intelligence artificielle, la constitution des algorithmes, voilà. Ce sont des axes de réflexion qui sont posés et nous avons choisi de rassembler un panel d'experts sur le sujet, des experts qui façonnent la tech au quotidien et qui viennent partager donc leurs expériences et croiser leurs regards. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pu vous rendre disponible ce matin. Christine Alunghi, Stéphanie Gatto, Valérie Guimard et Maureen Rousseau. Alors, vous avez participé à cette table ronde, une présentation succincte de chacune de vous. Christine Alunghi, vous êtes la présidente, la fondatrice d'Arborus. Vous mettez en place des stratégies, des démarches qui favorisent l'égalité professionnelle pour intégrer la mixité et les diversités. Vous avez aussi créé de manière très concrète plusieurs labels en France et à l'international qui vont favoriser une IA inclusive, dont la première charte internationale, dont d'ailleurs Connexio est signataire, pour veiller notamment à ce que la chaîne de valeur de la donnée soit responsable. Stéphanie Gatto, vous êtes la dirigeante d'un cabinet de conseil en stratégie internationale, d'un incubateur export, et vous avez remporté avec Andy Road, votre start-up, plusieurs trophées.
qui sont liées à la diversité et à l'inclusion, tant en Europe qu'à l'international. Vous êtes engagé dans la lutte contre les stéréotypes, les discriminations et notamment les violences faites aux femmes atteintes d'un handicap. Valérie Imard, vous avez fondé SE4U. SE4U, c'est un cabinet qui simplifie l'informatique des entreprises pour accroître leur valeur. Vous êtes administratrice du réseau Entreprendre, professeure associée à Polytech. Vous êtes très engagée dans le recrutement, notamment de femmes dans le numérique. Vous êtes d'ailleurs une des premières à avoir accompagné des apprenants de connexion et des apprenantes de connexion, notamment dans notre démarche de professionnalisation, via l'apprentissage. Et vous avez rejoint, il y a un peu plus d'un an, le conseil de perfectionnement de notre centre de formation des apprentis. Enfin, Maureen Rousseau, vous avez rejoint Google il y a maintenant 17 ans. Vous avez recruté des commerciaux dans ce géant de la tech, puis vous êtes spécialisé dans la formation, le développement des compétences de Google en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Vous êtes aujourd'hui la directrice des ressources humaines de Google France et Belgique. Vous êtes relectrice aussi au sein du collège de l'INSERM et administratrice d'une association de malades atteints de maladies rares. Merci à toutes d'avoir accepté de consacrer du temps pour mieux comprendre comment l'IA peut être plus inclusive. Alors, une première question pour vous quatre. Finalement, comment est-ce que vous définiriez l'IA inclusive et quels en sont pour vous les enjeux? Je ne sais pas qui veut intervenir en premier sur ce sujet très large. Je peux démarrer si vous le souhaitez, Jean-Christophe. Je vous en prie. Je vous ai interrompu, Christina. Je vous passerai après moi, je vous propose. Déjà, dans ce que vous définissez en IA inclusive, je pense qu'il faut revenir au terme fondamental de l'inclusion. Et chez Google, si je l'illustre par l'exemple dans l'entreprise où je travaille, l'inclusion et la diversité sont des piliers de notre principe et valeurs de l'entreprise. Et ça rejoint ce que disait Guy sur les sources et les données sources. Je pense qu'à la base, il faut avoir une politique de diversité et d'inclusion extrêmement définie, qui est une priorité pour l'entreprise. À notre titre, nous publions tous les ans un rapport annuel de la diversité et l'inclusion, qui est un peu l'état des lieux de l'inclusion chez Google, et qui nous permet ensuite d'établir les objectifs pour être plus inclusif, notamment dans le recrutement des femmes. Ensuite, je pense que l'intelligence artificielle, on en est aux prémices, donc c'est aussi des choses qu'on découvre et sur lesquelles nous sommes très vigilants chez Google, et le produit et la tech doivent nous permettre d'être plus inclusifs dans notre approche du recrutement des femmes. De manière générale, nos produits et l'inclusion sont améliorés tous les jours. Par exemple, auparavant, dans les Google Translate, qui permet de traduire d'une langue à une autre des phrases, dans le pronom, sujet, verbe, certaines langues n'ont pas de pronom, n'ont pas il ou elle, et par défaut, Google traduisait par il en français. Maintenant, sur le résultat, on verra apparaître il et elle dans la traduction. Donc voilà, on essaie vraiment de travailler très fortement sur l'inclusion et je pense que l'IA et la tech doivent être le reflet d'une politique bien définie à la base. Merci beaucoup. Oui, en effet, c'est un peu des automatismes en fait, qu'il faut avoir sur cette utilisation. Christina. Oui, bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais appuyer avec la définition que nous avons chez Arborus, les propos de Guy et les propos de Maureen, puisque pour nous, l'IA inclusive, c'est une IA qui, plus globalement d'ailleurs, c'est le traitement des données et des applications qui en sont faites, hein, pour être donc des algorithmes, qui ne laissent personne sur le bord du chemin. Nous, on est chez Arborus depuis presque 30 ans très engagés sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la capacité de changer les systèmes d'organisation pour avoir un monde plus harmonieux en intégrant ce qu'on appelle les valeurs dites masculines et les valeurs dites féminines, sachant que c'est culturel, hein, c'est pas sexué particulièrement. Et l'IA, donc, c'est le moyen de préparer un moment clé de notre histoire où on a plusieurs éléments qui se télescopent, la finitude du monde avec le changement climatique, les mouvements féministes qui sont devenus irréversibles et l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est vraiment de construire un monde meilleur et l'IA peut nous aider par la réécriture de nouveaux codes de vie, au sens propre comme figuré, donc le codage
va nous permettre une redéfinition des codes de conduite, d'un nouveau contrat social, de nouvelles règles du jeu, de nouvelles valeurs. Et ceci a été dit, et je pense que ça sera répété en bannissant évidemment les stéréotypes, les biais, tout ce qui est propos sexistes, discriminants, humiliants, en valorisant aussi des soft skills qui pour le moment ne font pas partie de la gouvernance, qui sont l'empathie, le dialogue, l'écoute, la gentillesse, enfin toutes sortes de nouvelles choses. Et vraiment pour nous, par notre approche, et Maureen l'a dit, c'est vraiment l'approche qu'on a eue chez Arborus. On est engagé depuis 30 ans sur l'égalité professionnelle. Jean-Christophe, vous l'avez dit, on a des labels. On a le label GIZ en particulier, qui est le premier label mondial sur les questions d'égalité et de diversité, d'inclusion. Et quand on a vu à quel point l'IA était devenue présente partout dans notre vie au moment du confinement, avec le groupe Orange, on a eu une espèce de prise de conscience en se disant mais il ne faudrait pas que tout le travail qu'on fait depuis 30 ans soit détruit par de l'IA. Et donc, il faut s'engager pour sensibiliser d'une part et puis agir. Donc, on a lancé la première charte internationale pour une IA inclusive, dont Connexio est effectivement signataire, mais et puis on a rajouté une brique à notre certification GIZ pour avoir le GIZ AI, pour justement répondre à l'idée de Maureen de tout à l'heure, de dire on a un engagement RH très puissant, avec des valeurs très puissantes, encore faut-il que nos données qui vont être mises en œuvre correspondent à ces valeurs-là. Donc c'est vraiment l'idée de construire un monde meilleur, plus inclusif, qui n'est pas fondé sur une vision unique, mais une vision partagée entre les femmes et les hommes, et donc une vision plurielle, puisque les hommes et les femmes, eh bien, nous sommes tous et toutes divers. Beaucoup, Christina. Peut-être Stéphanie, Valérie, des réactions. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais remercier Connexio pour cette initiative, parce que moi, comme introduction, je voudrais dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis polyhandicapée et donc je suis très présente sur les problématiques d'inclusion numérique et d'intelligence artificielle, évidemment, inclusive. Et je voudrais rajouter, malheureusement, au moins un chiffre qui me paraît, on va dire, rajouter une couche de problématique, mais c'est pour que les personnes qui participent et découvrent cette problématique sentent à quel point on est quand même dans une situation dramatique. Moi, par exemple, en tant que fondatrice dans la tech, il n'y a que 1,9% des femmes qui trouvent du financement. 1,9% des femmes. On dirait zéro, je pense que c'est quasiment la même chose. C'est des chiffres tellement absurdes et tellement violents qu'en même temps, ça nous fait prendre conscience, malgré toutes les initiatives, qu'il faut aller encore plus loin, il faut être encore plus exigeant, parce que la porte, elle n'est pas ouverte du tout, en fait. Donc ça, c'est le premier point que je voulais rajouter. La deuxième, pour que les personnes aussi comprennent mon discours, c'est que effectivement, moi, je suis aussi du côté utilisateur avec mes handicaps. Donc, je me suis rendu compte à quel point la tech était discriminante en ayant des difficultés à utiliser les outils. Et d'ailleurs, comme exemple concret, je voulais prendre celui d'aujourd'hui, parce que Connexio, il a mis tout son cœur. Mais par exemple, moi, je suis atteinte de surdité. L'outil qu'on utilise aujourd'hui n'a pas de sous-titres. Alors oui, je sais lire sur les lèvres, mais tous les sourds ne savent pas lire sur les lèvres. Et par exemple, on se rend bien compte qu'au quotidien, la tech construit des solutions discriminantes. Alors attention, je ne veux pas dire que c'est volontaire, mais ça veut dire que parce qu'on n'a pas été vigilant en amont, on ne s'est pas dit il faut que les outils soient conçus pour tous et par tous. On parlait d'invisibilité. Tant que les personnes comme moi ne seront pas invitées aux événements sur l'inclusion numérique, que les événements sur l'inclusion numérique ne seront pas accessibles à tous et qu'on ne sera pas ni représenté et qu'on ne pourra pas contribuer en termes de retour, ne serait-ce qu'utilisateur, on ne pourra pas progresser. Cette démarche de dire on continue, on avance, on progresse parce qu'il y a des retours d'expérience, si on n'est pas invité autour de la table, on ne peut pas dire attention, vous n'avez pas pensé à ça. Le dernier point sur la partie, on va dire, état des lieux sur lequel je voulais interpeller, c'est qu'on sait pertinemment que l'intelligence artificielle est discriminante par nature et que l'inclusion est son point faible, puisque c'est l'humain qui la remplit et qui y participe.
Donc, si les données sont mal remplies, si on a des biais conscients ou inconscients, on ne pourra pas y arriver. Et je reviens sur le côté handicap parce que je pense qu'il n'y a que les utilisateurs qui peuvent l'envisager, parce que souvent on dit oui, mais ils l'ont fait exprès, etc. Pas du tout. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, si vous avez autour de vous des personnes handicapées, mais qui ont un handicap invisible, vous ne pouvez pas concevoir, et donc vous ne pouvez pas comprendre qu'il peut y avoir des problématiques. Moi, si je ne dis pas à tout le monde que je suis sourde, on va se dire, on construit un outil où, voilà, j'ai des problèmes de motricité. Si vous dites demain, on fait un team building, on fait du saut en parachute, je ne vais pas faire du saut en parachute en fauteuil roulant. Mais comme c'est invisible, quand je suis assise sur ma chaise, personne ne va se dire, attention, Stéphanie est en situation de handicap. Donc, pour moi, la définition, mais on va dire que vous avez tout dit, c'est effectivement, on laisse personne de côté, elle est représentative des droits humains de chacun et elle les respecte, elle n'enfreint pas les normes d'égalité et surtout, on est dans une solution où la notion, on doit tendre vers une notion de conception universelle qui pour l'instant n'est pas respectée. Et donc, l'avantage que j'y vois, c'est en ayant été absolument catastrophique sur l'inclusion numérique, maintenant, on n'a pas le droit de dire qu'on ne savait pas. Vous voyez, pour l'intelligence artificielle, si on rajoute, on a l'inaccessibilité physique des lieux, des incubateurs, on a l'inaccessibilité numérique. Si maintenant, en plus, les données sont biaisées et les IA, qui sont déjà discriminantes, amplifient ces biais, on va juste, en tout cas pour les personnes comme moi, disparaître du paysage et de la planète. Donc, le risque, il est quand même assez énorme. Voilà, donc je suis quelqu'un de positive, heureusement. Mon métier de conseiller en stratégie me fait dire comment on utilise l'innovation stratégique pour le bien commun, l'intérêt général et en respectant tout le monde. Mais je suis aussi malheureusement consciente des enjeux, puisque vous en parliez, parce qu'on sait que l'IA va générer, par sa puissance, de plus grandes inégalités. Donc, tant qu'on n'a pas fait de la diversité la norme et tant qu'on n'a pas construit une vraie stratégie d'inclusion et que tout le monde n'y adhère pas, malheureusement, on va, entre guillemets, on peut aller droit dans le mur, en tout cas. Je crois que c'est à moi maintenant. Oui, s'il vous plaît, Valérie. Je vais évidemment être en tout point d'accord avec tout ce qui a été dit et je ne vais pas répéter voilà, ces biais dont je pense qu'on a, en tout cas autour de cette table, pleinement conscience. Je voudrais apporter peut-être deux autres petits points qui sont très importants et où l'IA pourra nous accompagner également. C'est que il y a deux choses, il y a l'algorithmie et le choix, mais il y a aussi la puissance du volume. Et en fait, la problématique a été évoquée par Guy au départ. La problématique, c'est que dans les femmes, dans la tech en tout cas, il n'y a pas beaucoup de viviers, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de jeunes femmes. Donc, on accentue aujourd'hui forcément la difficulté parce que c'est même pas si j'ai deux profils, je vais choisir l'homme ou la femme, j'ai 25 profils hommes, j'en ai une femme, avant qu'elle puisse correspondre en trop point à l'exigence de ma fiche, devenir compliqué. Donc, pour moi, l'IA peut nous accompagner aussi à aller, je dirais, donner une visibilité plus grande. Je vais faire un tout petit parallèle avec TripAdvisor, Booking, que sais-je. Au début, ça a pu donner de la visibilité à des petits hôtels, des petites maisons de famille. Le biais, c'est qu'on n'a pas réfléchi avant et qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez dans un restaurant, vous allez choisir le 4 sur 5 parce qu'il y a 1000 avis et au lieu de prendre le 4,5 sur 5 parce qu'il y a 10 avis seulement. Dans la tech, se positionne là, c'est-à-dire que le nombre de femmes n'est pas suffisant. Et pour moi, l'IA peut nous aider aussi à mettre en avant des rôles modèles, peut nous aider aussi à mettre en avant toutes les valeurs ajoutées d'un métier de la tech, parce qu'aujourd'hui, la représentation vis-à-vis des jeunes filles est mauvaise, on ne va pas se le cacher, c'est-à-dire que ça n'envoie pas du rêve que d'aller dans la tech. Peut-être que l'IA peut nous aider à construire en fait des images, des explications du beau métier
que l'on peut faire. Donc voilà, ça c'était déjà à dire qu'elle peut aussi nous accompagner au-delà de ces éléments-là. Et je voudrais mettre aussi un point d'attention sur la déresponsabilisation des recruteurs. Parce que j'appuie sur mon outil IA, ce n'est pas moi qui est discriminé, c'est la machine. Et que voilà, il va falloir être, voilà, c'est juste un petit point d'attention complémentaire, de toujours responsabiliser le dernier choix, celui de l'être humain, et de pas leur permettre de se cacher derrière la machine. Voilà. Je pense que sinon, sur sa définition, tout a déjà été dit. Merci beaucoup, Valérie. Alors, justement, sur ces enjeux de prise de conscience, Christina, je me tourne vers vous. Est-ce que vous observez une prise de conscience qui soit plus forte sur ces enjeux d'IA inclusive, que ce soit en France ou au niveau même européen ? Et on peut même dire international d'ailleurs, on peut rajouter cette dimension. Alors, je vais répondre positivement. Oui, bien sûr, on en parle, la preuve, on a un séminaire, un webinar ce matin, il y a de très très nombreuses manifestations maintenant qui commencent à se préoccuper de ce problème. Je vais prendre des exemples, deux types d'indicateurs, des indicateurs d'Arborus. On a 130 signataires de notre charte, et des signataires qui représentent l'écosystème avec des universités, des grands groupes, des startups, des cabinets de conseil, et pas que des Français. Donc ça, pour moi, c'est déjà un premier indicateur. On a des grandes entreprises comme Orange ou la Banque de France, et on en a d'autres en préparation qui sont déjà labellisées GIS AI, donc intelligence artificielle. Et puis, on voit des tas de secteurs d'activité qui sont en train de se réveiller. Je pense au secteur de l'immobilier, par exemple, où je suis très sollicitée pour venir parler de ces sujets, où il y a de très nombreuses applications dans ce secteur qui est très intéressant parce que c'est le deuxième pollueur mondial. Donc, on voit que l'IA peut venir à la rescousse aussi d'un secteur extrêmement polluant. Et puis, au niveau des Nations Unies et même de la Commission européenne, cette année, pour ONU Femmes New York, je parle vraiment du siège des Nations Unies, et pour la Commission européenne, nous sommes dans l'année de l'IA inclusive pour les femmes. Enfin, ils n'appellent pas ça comme ça, ils appellent les femmes dans la tech. Bon. Mais moi, je rentre avec le sujet de l'inclusivité qui est plus global. Comme le disait très bien Stéphanie, quand on est femme ou homme, on est divers. Donc, on peut être en situation de handicap, on peut être lesbienne ou gay, etc. Donc là, il faut vraiment regarder chacun d'entre nous dans nos diversités respectives. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que le comité CIDO va faire une recommandation sur des nouvelles formes de gouvernance. Et je suis arrivée à convaincre la rapporteuse générale de cette recommandation sur le fait que l'IA et l'IA inclusive étaient un des vecteurs majeurs des nouvelles formes de gouvernance. On voit donc qu'il y a des entreprises, des startups qui s'occupent de regarder tous les sondages en ligne, tout ce qui est en train de se passer. Pardon, j'ai mon chat qui passe par là, c'est mon assistant. Et donc, on voit à quel point l'IA est devenue véritablement un vecteur aussi dans la prise de décision et dans la gouvernance. Et je suis très heureuse de voir que cette recommandation sur la gouvernance ne va pas aller que sur la parité entre les femmes et les hommes, mais va véritablement ancrer le sujet de l'IA inclusive. Donc voilà. Donc, par contre, je voudrais quand même mettre un bémol à ce que je viens de dire. On a aussi une problématique très importante, et je pense que tout le monde le partage, c'est que les concepteurs, les développeurs, qui sont essentiellement des hommes, mais même si ce sont des femmes, s'ils ne sont pas sensibilisés au sujet, ne vont pas pouvoir faire progresser les choses. Donc, il est essentiel pour moi, et c'est vraiment la mission d'Arborus, de sensibiliser tout le monde pour que femmes et hommes, tout le monde ait la conscience des biais, parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va contribuer automatiquement à gommer les biais et à faire que le monde soit moins discriminant. Voilà. Donc, et là, je vois que chez les gens qui font de la technique, l'idée de l'inclusivité, la corrélation entre inclusion et technicité, ce n'est pas du tout évident de le faire passer comme message. Ouais. Merci beaucoup, Christina. Et c'est vrai que c'est une action au quotidien, c'est une action de chaque personne. Valérie,
vous voyez, vous, dans les métiers de la tech, l'évolution de la part des femmes, elle semble avoir drastiquement baissé au cours des dernières années. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ou comment est-ce que vous l'expliquez? Et finalement, sur quel levier est-ce que l'IA peut agir ou même doit-elle agir? Malheureusement, effectivement, c'est un constat linéaire qui s'effectue même depuis les années 50. On avait quasiment au niveau de l'informatique et combien, alors, point de vue où on se place, bien évidemment, 27 d'un côté, 5. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est totalement inaudible. Hein. Oui, pardon Valérie, oui, et peut-être un petit souci avec votre micro. Je ne sais pas si vous avez peut-être la possibilité de l'orienter un peu différemment. Désolée, est-ce que vous m'entendez un peu mieux? C'est un petit peu mieux, oui. Ça grésille un peu moins. Bon, je suis navrée. Ma exposition. C'est en réverbération. Peut-être que vous vous approchez un peu plus du micro. Ou si vous coupez peut-être votre caméra pour avoir plus de bande passante. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux, oui. C'est un peu mieux. Alors, je me dépêche, comme ça, vous aurez moins de temps désagréable. En fait, là, c'est bon. Voilà. L'image de l'informaticien n'est pas forcément extrêmement enthousiasmante et je pense qu'on pêche énormément avec peu de rôle modèle mis en évidence. J'étais à Boston la semaine dernière et au MIT, ils ont mis des grandes statues de femmes qui ont réussi dans la tech. Et je pense que l'IA peut nous aider à mettre en avant ces rôles modèles et donner envie dans l'inconscient collectif, parce que je pense que dans les jugements de professeurs, dans les jugements de parents, en fait, aller dans la tech ne donne pas envie aux jeunes femmes. Et il faut absolument qu'on casse cette image. Et l'IA peut nous aider à mettre en avant cela et aussi à peut-être faire des sélections sur des savoir-faire plus que sur des compétences ou des diplômes préétablis. Voilà. Oui, donc ces pratiques, elles émergent et puis concrètement, ça évolue dans les entreprises. Vous, Maureen, chez Google… Ah, pardon, Christina, je voulais dire un mot, excusez-moi, pardon. Votre micro est coupé, Christina. Oui, Christophe, est-ce que vous pouvez résumer en 2 mots pour Stéphanie? Merci. Oui, je crois que ce que Valérie disait, c'est grosso modo, on a de plus en plus aujourd'hui de volonté de la part des entreprises de favoriser la place des femmes au niveau de la tech et que c'est une action finalement qui doit être à la fois volontariste et qui doit se faire au quotidien, si je puis dire, pour prendre à peu près les éléments qui sont clés. Je vais essayer de remettre ma caméra. Voilà. C'était surtout qu'il nous faut beaucoup plus de femmes et c'est dans les rôles modèles que l'IA pourra mettre en avant qu'on pourra séduire en fait des femmes dans le monde de la tech. Voilà. Avec donc l'idée d'avoir des rôles modèles qui vont aider justement à montrer l'exemple. Et évidemment, vous êtes là pour le montrer ce matin. Maureen, je me tourne vers vous au niveau de Google. Vous avez beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, vous êtes un des géants de la tech. Mais vous, concrètement, dans votre politique de ressources humaines et de recrutement, comment est-ce que vous les utilisez? Comment est-ce que vous vous assurez de cette inclusivité? Oui, alors déjà, il faut savoir que Google est une entreprise de la tech, évidemment. Nous recrutons des profils d'ingénierie et nous recrutons aussi des profils de commerciaux et de fonctions support.
Donc, le message est aussi de dire, dans le milieu de la tech, il y a des multiples métiers. Et bien sûr, nous invitons les femmes à se sentir autorisées à postuler dans les entreprises de la tech, parce qu'il y a plein de métiers qui vont de l'ingénierie aux commerciaux et aux fonctions support. Nous concernant, évidemment, on souhaite être très inclusif dans notre politique de recrutement. Et donc, nous formons les managers au biais inconscient. Nous rendons obligatoire d'avoir une pipeline, un vivier de candidature 50% hommes, 50% femmes pour tous les postes. Donc, on a aussi un caractère incitatif obligatoire pour s'assurer qu'on obtient cette diversité et cette inclusion. Maintenant, les outils vont venir nous aider justement en soutien à nos objectifs. Et typiquement, lorsqu'on parle de biais, lorsque l'on interviewe les candidats, nous rentrons un feedback d'entretien dans un outil. Et l'outil nous invite à remplacer le genre du candidat, au lieu de mettre il ou elle, par le candidat, et abrégé LC. Comme ça, nous ne rentrons pas il ou elle, et lorsque le candidat et les feedbacks d'entretien sont revus par un comité de recrutement, le comité de recrutement n'est pas biaisé par le genre du candidat, parce que l'outil, quel genre, mais met tout simplement en avant le candidat. Et ça, je trouve que c'est un outil d'intelligence artificielle très puissant qui nous alerte sur le fait de ne pas être biaisé par le genre et qui corrige, lorsque nous rédigeons nos feedbacks d'entretien, automatiquement, qui alerte si nous rentrons il ou elle à la place du candidat pour nommer la personne. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant à mettre en avant dans une vision de recrutement inclusif. Ensuite, sur d'autres types d'inclusion, je voulais souligner que les candidats qui passent des entretiens en visio, comme nous le faisons aujourd'hui, dans les outils que nous proposons pour les entretiens, ont accès à des sous-titres. Donc, je suis sensible effectivement à ce que disait. On peut activer des sous-titres sur notre système de visioconférence qui traduisent automatiquement en français ou en anglais, si ce n'est pas la langue non plus du candidat. Donc, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour permettre aussi plus d'inclusion pour des candidats qui seraient malentendants. Enfin, vous connaissez peut-être notre produit d'intelligence artificielle que nous avons lancé récemment qui s'appelle Bard et qui permet de poser des questions ouvertes à l'intelligence artificielle. Et nos recruteurs s'en servent pour faire des recherches booléennes. Les recherches booléennes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des recherches assez techniques pour viser des profils types. Donc, par exemple, m'aider à trouver deux femmes ingénieures spécialisées dans le produit de la visio. Bard va aider à émettre des formules booléennes pour les recruteurs pour viser des profils cibles intéressants pour Google. Voilà, donc c'est quelques exemples que je souhaitais partager qui sont intéressants et que nous créons chez Google pour permettre davantage d'inclusion. Merci beaucoup, Maureen. Je me permets juste, parce qu'on a une question qui vient d'apparaître, nous demandant en fait comment est-ce que Google peut s'y prendre de manière à assurer une parité au niveau de la pipeline initiale des candidats. Alors là, pour le coup, merci pour la question. L'intelligence artificielle n'intervient pas, mais c'est vraiment une volonté du management, des dirigeants, qui doivent donner le ton sur l'importance de la diversité et l'inclusion et rendre obligatoire le vivier de candidature moitié homme et moitié femme. Et donc, pour vous illustrer ce commentaire, évidemment, nous recherchons beaucoup de femmes dans l'ingénierie. Nous avons plus de femmes chez Google dans les fonctions support et les métiers commerciaux, beaucoup moins dans l'ingénierie, malheureusement, comme nous venons d'en parler. Et notre directeur de l'ingénierie, Vincent Simonet, a exigé du recrutement d'avoir des shortlists moitié hommes, moitié femmes, sinon il ne rencontrerait aucun candidat. Ce qui a forcé les recruteurs à chercher des profils hommes et des profils femmes pour faire avancer les profils chez Google. Et nous sommes parvenus à augmenter de 15% la présence de femmes dans l'ingénierie grâce à la directive donnée par le management. Oui, on voit que c'est en effet, ça part from the top pour réussir à faire en sorte que ça s'impose et que ça puisse véritablement avancer. Jean-Christophe, si vous voulez bien, je vais dire un petit mot là-dessus, parce que je trouve ça formidable, hein, les initiatives, la bonne volonté des dirigeants de Google et d'autres entreprises d'ailleurs, hein, pour essayer de construire un pipeline qui soit
mixtes. Le problème, c'est beaucoup plus en amont. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 5 ou 10% de femmes qui sont dans les écoles d'informatique, vous ferez tout ce que vous voudrez, vous ferez pour le mieux, mais malheureusement, vous n'arriverez pas à avoir cet équilibre. Donc, il faut vraiment insister. Bon, je ne veux pas du tout décourager les bonnes volontés, c'est super de faire ces initiatives et de traiter au maximum le problème. Mais il faut absolument se concentrer en amont, c'est-à-dire depuis l'école primaire, ensuite dans les différentes phases des études, pour qu'au bout du compte, nous ayons, allez, on ne peut pas arriver peut-être à 50%, mais au moins 20, 30, 40% de femmes dans les écoles d'informatique. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus facile de faire ce que Maureen vient d'expliquer, c'est-à-dire de constituer un pipe un peu équilibré. Oui, merci beaucoup, Guy. Et c'est vrai que c'est un enjeu qui est, en fait, qui semble un peu un sujet, mais sur lequel il faut repartir aux racines. Stéphanie, vous avez développé cette expertise très forte dont vous parliez tout à l'heure sur les enjeux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors, l'IA, est-ce qu'elle peut représenter une solution pour faciliter le recrutement des personnes qui ont une RQTH? Est-ce que c'est plutôt un frein? Comment faire? Bon, alors moi, je vais encore rendre le tableau un peu plus noir, mais c'est l'intérêt de votre webinaire et c'est de permettre d'avoir une parole. On sait que la discrimination la plus violente et la plus répandue se situe au niveau des personnes en situation de handicap. Donc, quand on cumule, puisqu'on n'a pas parlé de l'intersectionnalité, mais quand on cumule, alors moi, je vais dire que j'ai plus de 50 ans, je suis une femme, je suis polyhandicapée, alors on pourrait peut-être dire aussi, je suis blonde, donc j'ai aucune chance. Vous voyez ce que je veux dire? On a un problème avec le handicap de cumul et d'aberration, puisqu'on sait que par définition, l'IA, elle est discriminante. Donc, dès le début, si je mets ma casquette stratégie, on aurait dû se dire, là, il y a un risque énorme d'inégalité. Comment est-ce qu'on va, dès le début, enrayer, contrôler, minimiser, etc. Pour moi, il y a un problème déjà à la base. On parlait de volume, vous avez raison. Les personnes comme moi, on est absolument invisible. Je vous dis, même aux tables rondes sur l'inclusion, on ne parle pas du handicap et personne ne quitte la table en disant « Ah zut, c'est sur l'inclusion numérique, c'est dommage, il n'y a personne qui est là pour en parler ». Il faut aussi dire la réalité. La tech, c'est un monde très violent. Je vais utiliser mon exemple parce que vous pourrez voir que c'est du concret. La première fois que j'ai dit je vais être dans la tech, je vais être dans l'informatique, on m'a dit vous êtes une femme, vous êtes polyhandicapée, vous voulez faire de l'international, de la stratégie, je vous promets 25 ans de chômage. Après, vous n'y allez plus dans la tech, vous allez plus, vous voyez ce que je veux dire, on a encore des réponses comme ça en 2023. Là où vous parlez de solutions ou de freins, moi je regrette que comme prérequis justement dans la tech et particulièrement dans les plus grands, les plus gros, y compris dans les salons comme on parlait de Vivatech, l'inclusion numérique ou la diversité n'est pas un débat. Ça devrait faire partie, une fois de plus, en se disant on a les maladies chroniques, on a le handicap, on a plein d'excuses pour dire il faut modifier les choses. Et moi, je ne vois pas de paroles fortes. Alors, il y a peut-être peu de rôle modèle, mais il y a aussi peu de paroles fortes et exigeantes en disant on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. L'inclusion n'est pas une option, c'est une obligation. L'égalité, l'équité, ce n'est pas une option, c'est le prérequis de base. On a l'impression parfois qu'un être humain vaut plus qu'un autre. Vous parlez de la RQTH et je vous remercie d'en parler. Qui aujourd'hui ose dire je suis polyhandicapé, j'ai une RQTH, etc. C'est pareil, on voit bien qu'on va nous dire ah il y a un bug quand même sur votre CV, etc. Ça va être compliqué. Tant qu'on verra la différence comme une contrainte et pas comme une opportunité, on ne pourra pas y arriver. Donc ça doit être vraiment, on va dire, dans l'ADN des sociétés, des solutions. Quand vous voyez sur le handicap, un autre exemple. Récemment, on me dit, on veut quelqu'un de nomade. C'est génial, les petits jeunes, ils savent travailler à Bali, aux États-Unis, n'importe où. On trouve ça génial. On prend quelqu'un qui est en situation de handicap, qui demande du télétravail,
on va encore trouver ça lourd en se disant, bah oui, mais en plus, il veut être chez lui, comment je vais contrôler qu'il travaille bien? Donc, vous voyez, il y a une vraie aberration. On parlait des biais conscients et inconscients. On ne voit pas du tout l'opportunité en se disant, les personnes en situation de handicap, elles ont quelque chose à nous apporter, elles sont innovantes. On va parler juste du SMS. On a inventé le SMS pour les personnes comme moi qui ne peuvent pas téléphoner, pas pour vous. Alors, ça a fini par être quelque chose de général dont on ne peut plus se passer maintenant, mais il y a ça, le joystick sur les fauteuils roulants électriques, on s'en est servi pour les jeux vidéo. Donc, en fait, pour moi, c'est une opportunité parce que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, travailler à distance, tous ces nouveaux métiers, c'est une opportunité à saisir, mais encore faut-il nous ouvrir la porte. Si on ne nous ouvre pas la porte, j'aime pas les quotas, je suis contre toutes ces choses-là, mais tant qu'il n'y aura pas des impératifs en disant, voilà, aujourd'hui, un jeune qui arrive, qui dit, je veux créer une application, qui va lui dire, n'oublie pas de penser à tous les profils. Ton fournisseur peut être en situation de handicap, ton client peut être en situation de handicap, personne ne va lui dire, le b.a.-ba, c'est qu'il faut que tu penses à tous les profils et tous les cas de figure. Donc, tant qu'il n'y aura pas une parole forte et un engagement fort, ça va être compliqué. Et le fait que, vous voyez, Vivatech ne dise pas c'est un sujet incontournable et un prérequis pour avancer sereinement, on n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça que je vous remercie une fois de plus d'avoir pensé à donner la parole, alors pas à Stéphanie Gâteau, mais à une personne qui a mon profil, effectivement. Merci beaucoup Stéphanie, et en effet, il faut se forcer la main pour que ça puisse avancer. Vous, Christina, vous rassemblez beaucoup d'entreprises qui justement ont ces expériences de favoriser de l'IA inclusive. Est-ce que vous pourriez, je sais pas, identifier 3 bonnes pratiques que vous avez pu observer au sein de ces entreprises que vous accompagnez? Et est-ce que vous avez éventuellement des bonnes pratiques que vous allez plus retrouver à l'international qu'en France? C'est peut-être un peu bateau, je ne sais pas. Non, rien n'est bateau sur ces sujets parce que ce sont des sujets émergents et on les découvre, hein, on apprend en marchant. Et c'est vrai, ce que dit Stéphanie, c'est tellement important de prendre toutes les dimensions de chacun et on est au 21e siècle, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre société, qui est une société ultra violente, comme on le voit tous les jours malheureusement quand on écoute les infos. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de notre société et comment l'IA et les dispositifs qu'on a en place peuvent le faire. Et surtout, moi, je mise beaucoup sur les entreprises, et en particulier sur les grandes, parce qu'elles ont des leviers d'action très importants et qui ont des raisons d'être, qui peuvent vraiment arriver à bousculer les lignes, à faire changer les lignes. Donc, moi, je dirais que la première bonne pratique, c'est vraiment, elle nous vient un peu des États-Unis, puisque c'est parce que certains GAFAM avaient pêché sur leurs algorithmes de recrutement que nous, on s'est secoués en se disant mais oulala, qu'est-ce qui va se passer, tout notre travail va être remis en question, et on a lancé la charte et on a lancé le label JISAI. Donc ça, je dirais, c'est le premier effet qui se coule positif de cela. Et en lançant cette charte, on a évidemment, avec les 130 entreprises, mais le rayonnement aussi qu'on peut avoir ailleurs, puisqu'on est invité maintenant dans toutes les grandes instances internationales, les Nations Unies, pour en parler de ce sujet-là. On a vraiment une très bonne pratique qui s'est mise en place, et en tant que telle, on est une bonne pratique. Ensuite, je vais vous donner une pratique business, parce que je pense que c'est important aussi, pour revenir sur les propos de Stéphanie qui me paraissent vraiment clés dans ce propos de l'inclusivité, c'est aussi bon pour le business. Alors, je ne vais pas parler du handicap parce que je ne suis pas compétente, mais je vais vous parler de ce que je connais, l'égalité entre les femmes et les hommes. Chez Orange, j'ai eu la chance de participer à l'audit de leur label avec Bureau Veritas, donc j'étais petite souris sur un coin de table pour écouter. Et j'ai découvert qu'à l'occasion de la préparation de leur audit pour le JISAI, leurs équipes d'IA ont travaillé sur tous leurs outils, et notamment sur l'offre. Et ils se sont rendus compte que dans l'offre des bouquets télé, eh bien, les bouquets télé sport, leur IA, proposait exclusivement aux hommes les bouquets de télévision sport.
Et donc, quand ils se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, bon, ça c'est un biais, premièrement, ça ne va pas. Et deuxièmement, on va donc l'ouvrir aux femmes. Et en l'ouvrant aux femmes, eh ben, ils ont aussi ouvert un business formidable et ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Donc, on voit que c'est aussi positif et que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Un autre exemple récent que j'ai découvert et que je trouve absolument fascinant dans l'immobilier, ils appellent ça les buildings jumeaux. Vous connaissez tous la Smart City, ils ont les Smart Buildings, donc vous avez le vrai building en réel, et puis vous avez le building jumeau, qui est le building en IA, qui va piloter toutes les économies d'énergie, les matériaux, la sécurité des ascenseurs, la maintenance, etc. Et je trouve que c'est vraiment des exemples très pratico-pratiques qui nous montrent à quel point le fait de s'intéresser à ce sujet va permettre aussi d'améliorer les conditions de vie des humains. C'est quand même ce qui me paraît le plus important, c'est l'humanité, et c'est d'avoir une vision humaniste pour progresser tous ensemble vers un monde moins exclusif, plus inclusif et donc meilleur. Merci beaucoup, Christina. Alors, je suis navré parce que malheureusement, j'ai été déconnecté pendant quelques secondes et donc je n'ai pas pu suivre tous les exemples que vous donniez, mais j'ai reconnecté à partir d'Orange et je vois bien en effet les enjeux clés que l'on peut avoir. Eh bien, alors, IA inclusive, IA classique, en fait, on a une forme de dichotomie entre les deux. Je me tourne vers vous, Valérie. Finalement, qu'est-ce que l'IA inclusive doit aller chercher pour pouvoir se différencier de l'IA classique et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une IA inclusive devienne une norme et pas simplement une exception? Vaste question. J'espère que vous m'entendez. Alors, moi, je pense qu'on peut agir sur des éléments qui sont le plus complexes, qui peuvent être tout ce qui est savoir-faire, savoir-être, et aller chercher, donner une visibilité en fait à beaucoup plus de métiers, expériences en tout cas, qui peuvent mettre en avant les femmes et leur savoir-faire et les types évidemment de personnes exclues du système classique de l'IA va forcément être en grande partie sur le monde, donc on n'a pas de possibilité. Donc c'est vraiment aller chercher de faire des analyses dans les métiers de la tech de quelles sont non seulement les compétences techniques nécessaires, mais quels sont éventuellement les soft skills ou les savoir-faire. J'ai organisé, j'ai fait de la gestion de projet. Dans la gestion de projet, on arrive à trouver quand même de plus en plus de femmes, mais en fait de nous aider à aller chercher le plus d'informations possible, le plus de correspondance possible pour essayer de faire une IA de plus en plus inclusive. Maintenant, qu'elle soit, je dirais, systématisée, effectivement, Maureen l'a bien mis en avant et Christina, sont des démarches dans elles ne suffisent pas. Moi-même, je n'ai que malheureusement 3 personnes dans la tech sur 38 et 3 femmes sur la tech sur 38, ce qui est très compliqué. Et donc, je suis des actions particulières auprès d'associations comme Connexio pour m'aider à aller toucher aussi moi des femmes, parce que je pense que les grands comptes sont d'être visibles des femmes et elles vont aussi postuler, alors que les petites PME, malheureusement, les femmes vont peut-être moins les connaître et moins être en mesure de inclusive va permettre aussi à des sociétés comme la mienne d'aller chercher des femmes et d'aller les trouver et peut-être les solliciter en direct si elles ne postulent pas directement. Christina, merci beaucoup Valérie. Et je sais, Christina, que vous nous quitter dans quelques secondes. Est-ce que vous avez peut-être une phrase de conclusion à nous dire? Oui, peut-être. Alors, désolée, hein, mais on m'attend sur une autre visio. Bon, comme c'est Hong Kong, je ne peux pas les faire attendre. Oui, une petite phrase de conclusion. Je pense que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il me semble qu'il serait nécessaire de continuer, évidemment, à sensibiliser massivement, surtout les décideurs, et de peut-être s'unir davantage pour des actions communes, pour être encore plus forts,
pour aller taper aux bonnes portes et faire vraiment bouger les lignes, parce que je crois, et j'en suis malheureusement convaincue, qu'on vit vraiment un moment crucial, c'est ou pour le meilleur ou pour le pire, l'IA. Et je préférerais que ce soit pour le meilleur. Merci infiniment et pardonnez-moi, je vous quitte. Merci beaucoup, Christina. Et c'est vrai que le temps file. Et donc, j'avais en fait un peu une demande de phrases de conclusion pour chacun d'entre vous, savoir pour vous, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'utilisation ou de la conception de l'IA pour faire en sorte d'améliorer les choses. On comprend bien de vos différentes prises de parole que dans la conception, il y a beaucoup à faire donc en amont, qu'au niveau de l'utilisation, il y a des garde-fous à avoir en permanence, mais que finalement, c'est aussi beaucoup une question de volonté humaine, de toujours garder le cap. Peut-être une phrase de conclusion de chacune des personnes autour de la table. Oui, merci Jean-Christophe. Je pense que pour s'assurer que l'IA inclusive devienne la norme dans un environnement effectivement bienveillant, je pense qu'à la base, comme vous le dites, il faut avoir des principes rigoureux et des directives de nos dirigeants sur une volonté, une vraie politique de diversité et d'inclusion. Je me suis fait gentiment taquiner par Guy sur le manque de femmes dans les métiers d'ingénierie parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingénierie, c'est vrai. Et nous œuvrons vraiment beaucoup pour ça. Nous travaillons avec des associations comme Mind the Gap pour combler le fossé dans les métiers d'ingénierie, Emma, pour essayer de sensibiliser les femmes aux métiers d'ingénierie. Nous intervenons dans les associations. Nous intervenons aussi dans les écoles, parce que ça commence dès l'école, même avant le collège, pour sensibiliser les femmes sur les métiers d'ingénierie. Et ce qu'on fait en externe. Et sur l'interne, nous formons évidemment tous nos managers sur les biens conscients. Je pense que maintenant, beaucoup d'entreprises font ça. Nous rendons ça vraiment obligatoire. Donc, un manager qui ne suit pas la formation sera sanctionné dans sa revue annuelle de performance, parce que nous avons une possibilité de lister ceux qui n'ont pas suivi cette formation. Donc, je pense qu'à la base, sur les ambitions de diversité et d'inclusion, nous devons mettre en œuvre et fixer ces ambitions. Il y a nous aider à les atteindre. Merci beaucoup, Valérie, Stéphanie, Guy. Peut-être un dernier mot. Moi, j'aurais ressorti la phrase de Bergson, mais ce que je veux vraiment, sur quoi je veux appuyer un peu sur ce qu'a dit Maureen, hein, finalement, la question est vraiment une question d'acculturation, d'éducation, de formation. Ça devrait être la priorité de toutes les priorités pour préparer le monde futur que nous sommes en train de construire, en particulier avec l'IA. Et c'est ça qui nous permettra de ne pas subir une application déshumanisante de l'IA et au contraire d'en faire un outil pour créer un monde meilleur. Merci beaucoup, Guy. Valérie, Stéphanie, peut-être un dernier mot. Merci. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, mais je voulais citer quand même 3 textes sur lesquels on peut quand même d'ores et déjà s'appuyer. Il y a des textes et des outils fondateurs. Il y a l'UNESCO qui a créé une initiative Women for Ethical qui permet aux entreprises de développer des algorithmes avec des sources de données non discriminantes. Il y a la Commission européenne qui a fixé 7 exigences pour préserver les droits fondamentaux. Et puis, il y a les dirigeants du G7, on n'en a pas parlé au mois de mai à Hiroshima, qui ont créé un groupe de travail pour promouvoir une IA responsable, éthique, etc. Donc, on a d'ores et déjà, quand on n'a pas les moyens en interne, on a des moyens. Il y a des grilles d'auto-évaluation qui existent. Il y a le label de Christina et il y en a plein d'autres. Et puis, je voulais citer aussi le groupe de travail auquel vous avez accepté, Connexio, de contribuer, qu'on a amorcé la semaine dernière avec Microsoft, Content Square, etc. Et j'invite Maureen ou d'autres personnes qui voudraient nous rejoindre pour réfléchir au moins à donner les bases et à donner
on va dire, une lecture, pas seulement alerter, mais donner effectivement des bonnes pratiques et remettre. Moi, je pense qu'il faut réordonner les choses. On s'est complètement vautré sur l'inclusion numérique. On dit toujours qu'on apprend de ses erreurs. Donc maintenant, on fait les choses dans l'ordre et on dit, voilà, comment on peut avoir une IA de confiance, comment on peut avoir des données de confiance et par quoi on commence. Et remettre les choses dans le bon ordre en disant, d'abord, on voit si les données sont justes, si elles ne sont pas biaisées, et après, on continue l'étape suivante. Ça me semble un prérequis indispensable. Si vous me dites demain, je vais aller aux États-Unis, je ne parle pas anglais, ben, je vais vous dire, commencez par parler anglais. Là, l'inclusion, ça doit devenir... Et la diversité, ça doit devenir une norme et une obligation à respecter. Si effectivement, on est cohérent entre son ADN, ses valeurs, sa parole et ses actes, la sensibilisation, la formation, c'est bien. Mais si dans les actes, il ne se passe rien, eh ben, on n'ira pas plus loin, malheureusement. Merci beaucoup, Stéphanie. Valérie. Juste un dernier. On doit commettre, comme l'homme a construit un outil. Et donc la responsabilité de chacun d'entre nous est bien là, à la fois dans la conception, effectivement, pour ceux qui vont construire les algorithmes, donner pour toute, je dirais, la machine et le carburant de la machine, et pour tous ceux qui prendront des décisions. Et ces décisions doivent être prises en toute responsabilité. Nous ne devons pas nous cacher derrière outil ou une quelconque machine. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes toutes et tous prêtés au jeu de ces questions sur l'IA inclusive ce matin. Merci également à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. Petit rappel, on a nos 2 premiers webinaires qui sont toujours en ligne sur le site d'EventMaker, notre partenaire. Celui d'avril sur le secteur de la tech, où sont les femmes, et on en a reparlé ce matin. Le deuxième du mois de juillet sur les femmes dans la tech, avec des voies vers la réussite grâce à un recrutement inclusif. Aujourd'hui, on s'est concentré sur l'intelligence artificielle et on se retrouvera au mois de décembre pour le 4e webinaire autour des bonnes pratiques pour créer un environnement de travail inclusif. Et avec l'ensemble des exemples qui vous ont été donnés aujourd'hui, je pense que l'on voit bien cette volonté humaine qui doit piloter en fait l'ensemble des outils que l'on a à notre disposition et qui permettent de favoriser cette inclusion et cette inclusivité. Merci enfin à toutes celles et à ceux qui ont rendu ce webinaire possible. Ce webinaire, il fonctionne grâce au soutien du Fonds social européen. Et donc, c'est vrai que les initiatives que l'Europe peut mener, et notamment l'Europe s'engage en France, sont importantes. Merci également à toute notre équipe de la communication, Faouzia, Célestie, Walid et bien entendu Estelle, sans qui on aurait pu se réunir ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.